Je m'appelle Guillaume Ouellette, je suis chercheur au CREMIS et professeur associé à l'École de travail social à l'UQAM. Le phénomène de judiciarisation des personnes qui ont une DI ou un TSA n'est pas récent, en fait, mais est toujours aussi surprenant pour les milieux. Nous, on a fait beaucoup de recherches. Moi, depuis 2007 que je fais des recherches sur le sujet, dans le fond. Et chaque fois que je présente à des milieux, que ce soit les milieux policiers, correctionnels, la cour, tout ça, ou des intervenants même du réseau de santé et services sociaux, des intervenants communautaires, toujours un effet de surprise en disant « Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes, pourquoi il y a des personnes qui sont judiciarisées, qui ont des TSA, comment ça? C'est parce qu'on ne le sait pas, sinon ils ne seraient pas là, ces gens-là n'ont pas d'affaires là. » Et c'est un petit peu plus complexe que ça, en fait. Au départ, effectivement, on lisait la littérature et il y avait beaucoup de recherches à l'international qui étaient sur l'idée de si on dépiste mieux ces personnes-là dans le système judiciaire, on va les aiguiller en dehors vers la filière plutôt de la gestion socio-sanitaire. Et ce qu'on se rend compte finalement avec le temps, c'est que non, en fait, ces gens-là sont judiciarisés et le système fonctionne. Je ne dis pas que c'est bien, mais le système fonctionne de façon légitime, en fait, en judiciarisant ces personnes-là, parce qu'elles ont commis un délit, ils sont considérés comme des citoyens à part entière. Et donc, citoyen à part entière veut dire responsable, souvent jugés aptes à subir leur procès, criminellement responsables, et donc coupables, en l'occurrence, et pouvant recevoir des peines, des contraintes, des sanctions. Donc, il y a ça. Il y a un côté un peu choquant socialement parce qu'on se dit, bien, c'est quand même déplorable pour cette population-là de se retrouver dans des situations comme ça. Et il y a un côté, bien, on est dans une société de droit, c'est comme ça. Si on prend un pas de recul sociologique, c'est un phénomène qu'on peut questionner quand même. En se disant, mais on judiciarise vraiment des personnes qui ont un handicap intellectuel. Et finalement, ce qu'on se rendait compte dans nos recherches, entre autres une recherche qu'on a faite en détention sur dossier, c'est que les diagnostics étaient identifiés au dossier. Donc, l'idée que si on identifie mieux, ils n'auront pas dans la filière pénale, ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on se rendait compte avec cette population-là qui était judiciarisée, c'est qu'il y avait déjà un diagnostic qui était identifié souvent à l'enfance. En fait, on remontait dans le dossier, c'était une étude sur dossier. On pouvait voir des traces là, vraiment dès l'enfance, adaptation scolaire, analphabétisme, par exemple, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des personnes qui avaient plus un profil autiste étaient identifiées aussi avec des limitations de ce type-là. Et on lisait le dossier, donc jusqu'à de l'âge adulte, de l'enfance, l'âge adulte, puis jusqu'à la période où on était actuellement. Et on voyait que finalement, de façon ponctuelle, ça sortait ce profil-là. On le voyait, mais ce qu'on se rendait compte, c'est que c'est une filière qui n'est pas capable de prendre acte de qu'est-ce que ça veut dire, gérer cette population-là. Et là, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce que ce serait. Donc, la piste proposée, c'était l'adaptation du système pénal pour ces personnes-là. Et quand on emprunte cette voie-là, on se rend compte que finalement, ça les dessert. C'est pas équitable. On est entre le traitement, justement, égalitaire, tout le monde est pareil, on traite tout le monde pareil, versus une équité de traitement. Et donc, ces personnes-là n'étaient pas traitées de façon équitable. De ce point de vue-là, souvent, ce qu'on voyait au niveau, si on regarde au niveau individuel, effectivement, la personne a commis un acte délictuel ou criminel. Et donc, on pourrait dire, doit faire face aux conséquences de ces actes. D'un autre côté, on se rendait compte que c'est un peu l'échec d'un système aussi, d'avoir identifié un enfant dès l'enfance, préscolaire parfois, ensuite à l'école, les soutiens qui ne suivent pas, les services qui ne suivent pas, et à partir de l'âge de 18-20 ans, judiciarisé de façon répétitive. Donc, sociologiquement, c'est l'échec d'un système aussi, d'une société. Donc, oui, on a fait le pari de la désinstitutionnalisation, on veut que ces gens-là soient dans la communauté, tout ça, mais on n'a pas abouti les systèmes de soutien pour qu'ils y arrivent. Donc, je ne dis pas qu'il y a l'ensemble des personnes ne doivent pas se retrouver dans la filière pénale, mais on a une surreprésentation de ces personnes-là dans la filière pénale qui est questionnant sociologiquement et qui nous parle d'un effet systémique. Au niveau de la prévalence, les études sont diversifiées, je dirais, au niveau des résultats. On a une tendance à une prévalence, une surreprésentation dans le système pénal. Donc, on peut parler de présentement, grosso modo, 1 % de la population qui a une déficience intellectuelle et 1 % de la population qui a un trouble du spectre de l'autisme. Ce taux de prévalence-là, en autisme, on sait qu'il est en train de monter à 1 sur 64. Mais bon, prenons le 1 % de chacun. Et ce qu'on voit dans les études, c'est qu'on retrouve plus d'1 % de la population dans le système pénal qui a ces profils-là. Donc, il y a une surreprésentation et c'est là que je questionne l'effet systémique, finalement. Certaines études vont nous parler de 20 % de la population carcérale
qui auraient un diagnostic de DI ou de TSA. C'est énorme. D'autres vont nous parler de 3 %. Donc, au niveau méthodologique, c'est très, très compliqué à établir, mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est effectivement, visiblement, il y a un taux de prévalence plus élevé. À cette frange de la population-là qui est diagnostiquée s'ajoutent les personnes qui ne sont pas diagnostiquées nécessairement. On a encore au dossier des indices, la personne qui ne fonctionne pas très bien en société, tout ça, il y a beaucoup de traits, mais les personnes n'ont pas été évaluées nécessairement. Donc, s'ajouterait à cette représentation-là toute une frange de la population qui pourrait être, à la limite, intelligence limite ou sur le bord des diagnostics ou avoir des profils si complexes qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur l'étiquette diagnostique comme telle, mais oui, on peut présumer qu'il y en a encore plus. Ce qu'on lisait dans la littérature à l'époque, donc je vous parle en 2007, quand on prenait acte de qu'est-ce que c'est que cette problématique-là, on lisait beaucoup d'études de cas autour d'homicides, de pyromanie, d'incendies criminels, donc des délits assez graves. Et nous, ce qu'on se rendait compte, en fait, c'était qu'il y avait beaucoup de petites criminalités, en fait, qu'on retrouvait dans cette population-là, quand on parlait aux intervenants, aux agents correctionnels et tout. Et on était voir plutôt du côté des services provinciaux, déjà, donc pour les peines de moins de 2 ans. Quel type de criminalité pour les peines de moins de 2 ans commettent les personnes qui ont une DI ou un TSA? Et on s'est rendu compte que c'est une criminalité qu'on va dire polymorphe. Fait que finalement, il n'y a pas vraiment un type de délit associé aux personnes. Ce qu'on lisait dans les études, donc les incendiaires, les homicidaires ou les agressions sexuelles très spectaculaires, c'était pas le cas en fait. On est beaucoup plus au niveau de la menace, du harcèlement criminel, de l'introduction par effraction sur des lieux, des voies de fait simples. Et là, on commençait à voir le profil se dessiner des personnes. Donc, beaucoup d'impulsivité, des passages à l'acte qui ne sont pas nécessairement planifiés, des vols, on va dire vol de moins de 5 000, c'est le terme légal, mais le vol, en fait, était moins de 10 $. On volait au dépanneur quelques trucs. En soi, ça, c'est pas assez pour être judiciarisé puis se retrouver en détention. Mais quand on le fait 53 fois, par exemple, on se retrouve en détention. Et là, c'est plus, le juge ne voit plus vol de barre de chocolat sur l'acte d'accusation, on voit vol de moins de 5 000 $, introduction par effraction, menace, voie de fait, vous voyez. Et donc, il y a un effet un peu de construction du criminel hein, dans l'effet de répétition et de récidive. Et donc, finalement, ces petits larcins-là devenaient, quand on regardait sur le dossier, des criminels de carrière. Au niveau des trajectoires, on s'est rendu rapidement compte que ces personnes-là, oui, il y en avait certaines qui avaient un événement unique qui avait été judiciarisé, une espèce d'erreur de parcours. D'autres qui arrivaient tardivement dans le système pénal, finalement. C'est rare qu'autour de 40 ans, tu as ta première condamnation, puis autour de 45 ans, ton premier passage en détention. Ce qu'on se rendait compte en lisant les dossiers, c'est que le milieu familial, les parents n'étaient plus là, malades ou vieillissants ou décédés. Et donc, la personne était livrée à elle-même et allait faire des vols de subsistance, par exemple, et se retrouvait finalement en contact avec le système pénal. Et ce qu'on voyait comme trajectoire aussi, c'est l'autre trajectoire où on avait bien documenté, comme je dis, les lacunes de la personne à l'enfance avant l'âge de 18 ans. Et à partir de 18 ans, récidive sur récidive, bris de probation, bris de sursis. Et là, on voit des trajectoires continues, finalement. C'est une prise en charge pénale des personnes, littéralement. Dans ces cas-là, la trajectoire, par exemple, je pense à une dame qui avait 47 ans, qui avait 73 passages en cours, 63 passages en détention. Donc, on essaie de penser à réinsertion sociale d'une personne comme ça, c'est juste impossible. Elle fait des 3 semaines, 6 mois, 1 semaine en détention, et c'est comme ça toute sa vie. Donc, il y a vraiment comme, on parle de l'institutionnalisation psychiatrique au passé, on se rendait compte dans ces cas-là qu'il y avait de l'institutionnalisation pénale, tout à fait. Et l'autre trajectoire qui était aussi assez importante dans notre échantillon, c'était une trajectoire en alternance. Donc, on alternait des milieux psychiatriques fermés aux milieux de détention. Et donc, là aussi, on avait au final une prise en charge continue, psycholégale. Les enjeux principaux auxquels les personnes sont confrontées concernent vraiment souvent leur compréhension des codes sociaux. Donc, une mécompréhension la plupart du temps,
un système, un réseau social aussi faible ou négatif même qui va les influencer. On voyait des gens influencés qui se disaient faire partie de gangs de rue alors que finalement étaient utilisés par les gangs de rue, par exemple. Et donc, du côté de la déficience intellectuelle, on a un phénomène qui est la désirabilité sociale. C'est des gens qui veulent vraiment faire beaucoup pour faire partie de quelque chose. Hein. Donc, des gangs de réseaux sont prêts à beaucoup, ont moins de jugement peut-être aussi sur les conséquences de leurs actes. Et ça se voyait même si on transposait au niveau des interrogatoires auprès de ces personnes-là, bien, rendu face à face avec les policiers qui demandent qu'est-ce qui s'est passé, la personne va s'auto-incriminer. Si le policier suggère finalement « Ah, c'est pas toi aussi, on fait le lien avec hier, il y avait un autre type de délit, il y avait une introduction par effraction. » Oui, 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 c'est moi, vraiment. Et on se rendait compte que personne finalement pouvait s'auto-incriminer sur des trucs qu'ils n'avaient pas fait. Ça, en déficience intellectuelle, c'est assez classique, je dirais. On a un discours qui est très dur, je trouve, je considère, présentement. Comme je vous dis, on a des systèmes de soutien qu'on aurait dû mettre en place. On est supposé avoir une approche écosystémique autour de ces personnes-là, de les accompagner dans leur ascension sociale. Et tout à coup, tout ça est un peu balayé du revers de la main et on se retrouve avec une personne qui finalement est jugée criminellement responsable de ses actes et apte à subir son procès, alors qu'il y aurait lieu de se questionner pourquoi elle s'est rendue à voler, pourquoi elle s'est rendue à faire ce type de délit-là, comme je vous disais, une grande influence aussi des milieux criminels qui peuvent amener les personnes. Et évidemment qu'il y a une responsabilité individuelle, mais chez la majeure partie des personnes qu'on a vues ou qu'on constate depuis 2007 dans nos recherches, c'est des personnes qui se retrouvent un peu par défaut dans le système. Et tout le monde en est conscient, il y a un grand malaise à gérer ces personnes-là en disant bah, il faudrait bien trouver autre chose, il faudrait réussir à les sortir de là, mais ce coup-là, on ne peut pas vraiment la disculper. Le phénomène de judiciarisation des personnes qui ont une DI ou un TSA participe d'un phénomène plus large sociologiquement, de la judiciarisation des problèmes sociaux, hein, finalement. Qui on retrouve dans nos centres de détention présentement? On retrouve des personnes en situation de pauvreté, précarité relationnelle, précarité résidentielle, précarité financière, évidemment, des personnes donc isolées avec ces profils-là, qui sont généralement plus dérangeants que dangereux, plus dérangeants que délinquants, mais qui finissent par occuper l'espace public, la gestion des problèmes sociaux par la justice plutôt. C'est ce phénomène-là que la justice devient l'interlocuteur principal pour gérer ces situations-là, qui sont limites, qui appartiennent à personne, des profils complexes, tout ça. Et donc, on considère que la justice, présentement, est un peu consacrée dans son rôle de régulation des problèmes sociaux. On a ce qu'on appelle le tournant thérapeutique en justice aussi. Donc, désormais, on ne va pas arriver en disant, bon, on judiciarise pour judiciariser, pour punir. On a un discours beaucoup plus, si on judiciarise, c'est pour peut-être obtenir des services, c'est pour mieux comprendre la personne. Les acteurs judiciaires se voient dans une logique de lien thérapeutique de plus en plus. Les avocats, les juges vont s'en réclamer, les experts, psychiatres, tout ça. Et on voit la mise en place donc d'équipes, par exemple, spécialisées au niveau de la police, des équipes de patrouilleurs réguliers avec des infirmières, avec des travailleurs sociaux qui vont justement approcher les personnes d'une façon plus sensible. On a des cours de justice spéciales hein, en santé mentale, cours de justice en toxicomanie, cours de justice pour les personnes en situation d'itinérance. Et donc là, on est vraiment dans le tournant thérapeutique de la justice, où les acteurs veulent vraiment s'inscrire en disant, bon, ben, on va régler ça, on sert de la justice comme levier pour régler les problèmes sociaux. Donc, il y a ce phénomène-là qui est à l'œuvre, je dirais, depuis les années 80, 90 plus au Québec, mais une accélération présentement vers ces dispositifs-là de soutien et d'accompagnement qui sont à visée thérapeutique. C'est intéressant, ce tournant de justice thérapeutique. Par contre, il faut se questionner, encore une fois, sociologiquement, on est en train de voir un phénomène, si on l'explique globalement, où la main gauche de l'État se retire un petit peu pour mettre de l'avant la main droite. Donc, la main droite étant l'ordre établi, la gestion de la sécurité publique et tout ça, on peut le faire de façon plus humaniste, certes, mais pendant ce temps-là, la main gauche, qui était la santé et services sociaux, le soutien psychosocial, se retire un peu en disant, bon, bien, maintenant, on a des critères, des balises, un guichet d'accès, il faut que la personne encode ses besoins dans l'offre de service et tout. Et donc, on a une main gauche moins proactive et une main droite assez proactive, habillée d'un discours humaniste, évidemment, mais qui donne des dérives, au final, souvent, que la personne est judiciarisée,
Oui, elle a emprunté la voie du tribunal spécialisé en santé mentale, mais elle est au final suivie plus longtemps que si elle avait fait sa peine normale dans le système. Et donc, il y a des effets comme ça qu'il faut questionner sociologiquement, puis en tant que société, est-ce qu'on est vraiment en train de penser que la justice, le système de justice qui a été vu comme froid, mécanique et tout ça, peut atteindre une visée thérapeutique? Avec les personnes ayant une DI, un TSA, en tout cas présentement, nous, c'est pas très concluant comme approche. Le programme de suivi spécialisé dans la communauté pour les personnes DI-TSA qu'on fait avec les agents de probation s'inscrit clairement dans l'idée d'une justice thérapeutique. Donc, ce n'est pas en inadéquation avec ce qui se fait. Ce qui est particulier de ce programme-là, c'est qu'on arrive au bout du cycle de judiciarisation. Hein, finalement, ils ont été arrêtés, accusés, condamnés, ils ont eu une peine et là, ils sont en probation pour se réinsérer socialement. Et ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est que la période probatoire est une fenêtre de temps pour intervenir, pour évaluer les besoins, faire le relais vers les bons services. Et donc, on peut voir ça comme très tardif, comme type d'intervention, en disant, bon, ben c'est dommage, la personne a été judiciarisée. D'un autre côté, sachant que les personnes récidives se retrouvent régulièrement en contact avec le système de justice, bien, voilà un levier pour aiguiller autrement puis faire dévier la trajectoire qui pourrait être une trajectoire de prise en charge pénale. Donc, c'est ça qui devient intéressant, c'est que oui, on est à la fin du processus judiciaire, mais on est avant le prochain épisode de judiciarisation aussi à ce moment-là. Et donc, on est peut-être en amont. Et c'est comme ça que l'équipe se situe en ayant une position claire aussi de non-judiciarisation ou de déjudiciarisation. Donc, ce qui est spécial de cette équipe-là, c'est donc oui, des agents de probation, des agents communautaires qui sont payés par le correctionnel et tout, mais qui ont la ferme conviction que ces personnes-là doivent être soutenues autrement. Et donc, il y a un effet un peu de réparation, je dirais, dans la mise en place des soutiens et dans l'idée de cette volonté-là de prendre la fenêtre de temps du 2 ans de probation, généralement, pour se servir de faire un bon portrait de la situation, convoquer les bons acteurs de soutien et faire le relais vers les bons services. Ce qui est intéressant avec le suivi spécialisé en DI-TSA, c'est qu'il répond à une lacune de service complètement. Donc, on avait l'intervalle qui était mandaté par le correctionnel pour s'occuper des cas de personnes qui avaient composé avec des problèmes de santé mentale et qui étaient judiciarisées. Et donc là, à l'intervalle, on constate que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, sont finalement refusées dans le programme parce que le programme n'est pas adapté. Donc, les programmes d'intervalle n'étaient pas adaptés. Et plutôt que de dire « c'est pas une clientèle qui nous appartient », comme c'est souvent ce qui arrive, le directeur clinique de l'intervalle dit plutôt « aménageons un programme adapté ». Donc, on parle de programme, mais on va parler plutôt de suivi, un suivi spécialisé. Voyons voir qu'est-ce que pourrait être un suivi spécialisé en DI-TSA. Et donc, ça amène déjà un premier point, c'est la reconnaissance de l'existence de cette population-là, qui finalement était un peu niée. On la gérait par défaut, mais sans trop que ça trouble les autres. Et donc là, on dit, non, nous, on veut s'occuper de cette clientèle-là, elle existe, et on veut s'en occuper. Donc, une première étape, c'est la reconnaissance, faire voir le phénomène. Deuxième étape, c'est le suivi pour les personnes qui souvent finissent par faire le contact avec les agents, entretiennent un lien de confiance, se mettent à parler et confient aux agents que ça fait énormément de temps qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se poser, de comprendre dans quoi ils sont, essayer de voir c'est quoi les leviers et qui sont enfermés dans des patterns, hein, puis dans des trajectoires finalement qui sont un peu par réflexe. Et donc, c'est l'espèce de choc, de pause pour réfléchir à qu'est-ce que je veux dans la vie, tout ça. Et là, on leur amène l'approche justement motivationnelle, oui, mais aussi de se fixer des buts à petite échelle, d'atteindre des petites étapes. Et donc, des petites victoires, ces personnes-là, souvent, n'ont jamais même eu dans leur trajectoire. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, quelque chose d'intéressant. Puis ensuite, bien, l'idée d'interpeller d'autres professionnels en disant non, c'est pas vrai que le système peut gérer, le système pénal peut gérer le soutien psychosocial de ces personnes-là. Il y a quelque chose d'intéressant là aussi, donc l'interpellation du système socio-sanitaire par les services correctionnels dans ce cas-là. Et c'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ce programme-là, à ce niveau-là.
Dans ce projet-là, dans le fond, comme chercheur, moi, je fais un accompagnement en recherche. Donc, plutôt que d'arriver de l'extérieur avec un cadre de recherche, avec une grille de lecture qui analyse qu'est-ce qui se passe dans ce suivi spécialisé-là, je suis plutôt partie prenante du groupe. Et donc, c'est un groupe de travail qui est composé des intervenants de la santé et services sociaux, agents correctionnels, agents communautaires et tout ça. Et donc, on anime des ateliers de travail autour du caseload du suivi spécialisé en DITSA. Donc, combien de personnes, c'est quoi le profil, qu'est-ce qu'on peut faire, on en est où? Et sans jamais nommer les noms ou profiler les personnes, parce que c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est la pratique qui est intéressante, on finit par discuter des cas puis de ce que ça soulève au niveau des défis d'intervention. Et donc, ce regard multiple, regard croisé, finalement, sur les cas, est très, très riche et amène à définir la pratique, finalement, ce qui est en train de se définir comme pratique. Donc, c'est une pratique en développement. Au départ, c'est l'idée d'offrir un suivi spécialisé. Puis, à mesure qu'on avance dans le projet, après 2 ans, 3 ans, la pratique se définit à travers ces ateliers de travail-là. Et donc, l'accompagnement recherche que j'offre, c'est d'expliciter qu'est-ce que c'est que cette pratique-là. Et idéalement, comment cette pratique-là pourrait être généralisable, être implantée ailleurs, parce qu'à notre connaissance, c'est une pratique unique dans le monde. Donc, ma thèse de doctorat porte là-dessus, précisément. Donc, l'arrimage intersectoriel autour de personnes judiciarisées qui ont une DI ou un TSA. Et ce que je me rendais compte dans ma thèse, un des constats, c'est que tout le monde veut travailler en collaboration. Tout le monde déplore la gestion en silo. Tout le monde a une bonne volonté, tout le monde veut être concerté. Il y a même un discours qui va vers le décloisonnement total de toutes les pratiques, de toutes les disciplines et des secteurs pour qu'on gère de façon plus souple les personnes et tout ça. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y a une idéalisation quand même du travail là-dedans, du travail intersectoriel ou transdisciplinaire qui s'effectue. Et pour revenir aux premières étapes, je constatais que les gens arrivent avec des présupposés ou des conceptions qui peuvent nuire finalement au bon déroulement du travail d'arrimage intersectoriel ou interdisciplinaire. Il y a 3 présupposés qui sont très, très généralisés chez les personnes qui veulent travailler en intersectorialité. Un premier présupposé qui est celui de la fluidité de la communication. Donc, tout le monde va arriver autour de la table. Donc là, on peut penser à une table avec des policiers, des avocats, des travailleurs sociaux, des psychologues, des sexologues, et des agents communautaires et tout ça, des agents de probation, qui s'assoient ensemble et présupposent déjà qu'ils ont une communication fluide. Donc, les mêmes mots veulent dire les mêmes choses. Première étape, on se rend compte que non. On n'emploie pas les mêmes mots ou les mêmes mots ont des sens différents dépendamment du secteur. Donc, s'entendre sur les mots, c'est comme une première étape à dénouer. Pas présupposer qu'on communique et que c'est fluide. Il y a beaucoup, justement, de nœuds ou de visions différentes qu'il faut harmoniser. Donc, moi, mon rôle d'animateur, médiateur de groupe est beaucoup à ce niveau-là, en fait. Je vais identifier, bon, bien finalement, vous ne parlez pas de la même chose tout à fait. Savez-vous que vous ne parlez pas de la même chose? C'est pas un problème de ne pas parler de la même chose, c'est pas un problème d'être en désaccord, mais je rends explicite un peu les malentendus ou les points où les personnes peuvent prendre pour acquis que l'autre pense la même chose qu'elle. Par exemple, dans un atelier que j'animais, quelqu'un commence en disant « Bien là, le pays est arrivé et ça s'est passé difficilement avec lui parce que l'autre intervenant n'a pas compris tout à fait ce qu'il y avait à faire dans ce dossier-là. » Et tout le monde opine un peu en disant « Ah, OK, ouais, je vois. » Et finalement, moi, j'interviens en disant le pays, dans ce cas-là, de quoi on parle? Et donc, l'agent correctionnel dit « Bien, la personne est carcérée. » Et là, tu as l'intervenant en itinérance qui part à rire et dit « Ah, ben moi, pays, c'est une personne itinérante. » Et l'autre, finalement, psychoéducateur qui part à rire en disant « Moi, un pays, c'est un plan d'intervention, en fait. » Puis, tout ça se passait de façon supposément fluide. Donc, ça, c'est un bon exemple de manque de fluidité de la communication et un bon exemple de mon rôle un peu externe, tout en étant partie prenante, en disant « Bien, je vais essayer d'éclaircir ces malentendus-là. » Deuxième présupposé est celui de la complémentarité. On arrive, l'image était toujours, moi j'arrive avec mon morceau de casse-tête, je le dépose sur la table, tu arrives avec ton morceau de casse-tête et on fait un paysage. Ce qu'on se rendait compte, c'est que finalement, les gens, effectivement, arrivent avec leur morceau de casse-tête disciplinaire, sectoriel, avec leur mandat, mais ils ne participent pas tout le temps à construire le même casse-tête. Donc à ce niveau-là, il faut s'entendre sur c'est quoi la finalité de l'intervention. Et s'entendre en groupe sur la finalité de l'intervention, ça va faire en sorte que certains vont prendre plutôt le lead sur le dossier. Par exemple, si la finalité, c'est la gestion de la sécurité publique, on va y aller avec le correctionnel, on va y aller avec le psycholégal pour éviter le risque.
Si c'est la réduction des méfaits et la réinsertion sociale des personnes, bien là, on va avoir un acteur plutôt du monde psychosocial qui va prendre le lead en disant, bon, bien, on s'organise. Donc, les gens refaçonnent un peu leur morceau de casse-tête pour participer au même projet. Et le troisième présupposé est celui de la synchronicité, du déploiement de l'action, finalement. Donc, on se dit, ben oui, il suffit de mettre une séquence, un continuum où on évalue, on met en place des pistes, vous prenez le relais au niveau de l'ADAP, pré-ADAP, ensuite on finit l'approbation et réinsère la personne. Donc, ce séquençage-là ne va pas de soi non plus. Et donc, ce n'est pas nécessairement vrai que tout le monde va être disponible au bon moment pour intervenir de la bonne façon. Et donc, il faut s'entendre, encore une fois, sur les pistes à développer, les pistes d'action à développer, sur le côté réaliste, la disponibilité des ressources aussi, et donc s'entendre sur la séquence d'intervention à mettre en place. Donc, vous voyez, il y a un télescopage de s'entendre sur les mots, s'entendre sur les objectifs et s'entendre sur la séquence. Et là, on peut travailler en intersectoriel, mais c'est vraiment avec quelqu'un qui va prendre le dessus, qui va souvent dire « j'en fais plus que mon mandat dans ce dossier-là », je coordonne, je suis l'intervenant pivot de l'action. Mais c'est seulement de ces façons-là qu'on a vu des succès, en fait. Évidemment, le défi dans une pratique de gestion intersectorielle comme ça, c'est le temps, la disponibilité des ressources. Être là, même si on a l'impression qu'on ne sert à rien, comme il y a des acteurs qui sont là autour de la table en disant « bien, on dirait que je n'ai pas ma part à jouer », mais si on s'échelonne dans le temps puis on suit la séquence, bien, tout le monde va finir par avoir sa fonction. Ou même ces acteurs-là vont dire, bien, finalement, je ne suis pas la bonne personne assise ici, mais je pense à mes collègues qui font tel type d'approche et qui serait mieux. Et là, on peut agencer une mobilisation, une action intersectorielle qui vient pallier aux limites de la personne. Et là, on revient sur les effets systémiques. On est capable de les désamorcer, ces effets systémiques-là, si on met en place les soutiens de cette façon-là. Évidemment, dans un contexte de rationalisation, de statistiques d'intervention, tout ça, c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc, il faut, dans ce dossier-là, une volonté politique pour aller dans ce sens-là. Si on veut bien travailler, bien faire les choses, il faut avoir la volonté et les moyens de nos ambitions. Souvent, dans les premières rencontres intersectorielles, les gens arrivent et ils ont hâte de travailler sur leur cas. Hein. C'est un cas problématique, on est dans l'urgence, dans la volonté d'action. Mais il y a un temps en amont qu'il faut prendre pour comprendre qui fait quoi. Hein. Donc, vraiment comprendre, OK, toi, ton rôle, c'est ça. Moi, c'est pas tout à fait pareil. Mon mandat n'est pas le même. Mon mandat, est-ce qu'il s'arrime vraiment avec le tien? Et donc, il faut se questionner, il faut s'approprier le mandat de l'autre. Et c'est le fun d'avoir un groupe qui évolue dans le temps, comme le groupe avec lequel je fais l'accompagnement de recherche présentement, qui commence à vraiment bien se connaître, qui connaissent le rôle de l'autre. Et là, ça va extrêmement rapidement, finalement. Au départ, les cas, on prenait du temps d'en parler, on était ambivalent, il y avait beaucoup de confusion au niveau des rôles. Maintenant, ça s'enchaîne super bien. Et donc, ça, il n'y a pas d'économie à faire. Il faut investir le temps que ça prend. Et au fil des discussions, c'est comme ça que ça se crée. Et donc, ce qui viendrait un peu nuire, finalement, au bon fonctionnement, c'est le roulement de personnel dans des actions intersectorielles. On sait, souvent, les tables de concertation, par exemple, vont avoir un roulement énorme, des rencontres qui sont des fois aux 3 mois, ou sinon aux 6 mois. Et donc, ça, c'est beaucoup moins porteur. Donc, un petit noyau de travail, comme on travaille là, aux 6 semaines, on se rencontre, on n'est pas nombreux, on se connaît bien, et on voit que les résultats se mettent en place. Ce que je trouve déplorable dans cette problématique-là, dans ce phénomène-là, c'est la surresponsabilisation des personnes. On est, oui, pour une responsabilisation, évidemment, puis on veut tendre vers l'idéal de citoyenneté puis d'insertion sociale de ces personnes-là. Mais quand on n'offre pas le soutien adéquat, quand on n'accompagne pas, puis qu'on fait juste évaluer ponctuellement au cours de la trajectoire de vie, puis que finalement, on finit par identifier les mauvais choix de la personne tout le temps, mais ces mauvais choix sont pris dans quel choix dans quelle option qui s'offre à elle. Hein? Le choix, par exemple, d'être à la rue, c'est un faux choix, en fait. C'est une condition par défaut. On se retrouve à la rue. Après ça, de faire des délits de subsistance, bien, est-ce qu'encore là, il faut se poser la question, est-ce que c'est un choix? Donc, on parle beaucoup de responsabilité individuelle, d'autonomie. C'est les injonctions normatives de l'époque contemporaine, en fait. Et est-ce qu'on peut parler de responsabilisation collective ou sociétale aussi dans ce dossier-là? Et je vois vraiment comme une démarche qui s'inscrirait, qui s'apparenterait à une justice réparatrice pour dire, OK, on a échoué avec ces personnes-là, est-ce qu'on peut offrir
une alternative à ce qui se passe dans leur vie présentement. Et donc, d'essayer de casser ces trajectoires-là, même à petite échelle, avec le petit groupe d'échange sur le suivi spécialisant des ITSA, c'est déjà un début pour casser l'effet de système en disant ces personnes-là ont été lésées, ont été abandonnées à elles-mêmes. Peut-on essayer de faire quelque chose pour elles puis de se réinscrire? Si ça ne fonctionne pas, si la personne continue dans ses choix et se met dans le trouble, bien là, on est dans le concept de dignité du risque, justement. On aura essayé au moins, mais abandonnons pas avant d'avoir essayé. Puis j'ai l'impression qu'avec ces personnes-là, on a abandonné avant même d'essayer, finalement.